Bonjour à tous, bienvenue à tous sur ce deuxième épisode des webinars de la filière G2E sur les mucopolysaccharidoses. Je m'appelle Samia Pichard, je travaille dans le service de maladies métaboliques à l'hôpital Necker et je m'occupe particulièrement des mucopolysaccharidoses et des maladies lysosomales. Aujourd'hui, pour cette deuxième session qui va s'intéresser aux manifestations orthopédiques des mucopolysaccharidoses, nous accueillons le docteur Anne-Laure Simon, qui travaille à l'hôpital Robert Debré, qui est chirurgien orthopédiste et qui va vous parler de la prise en charge orthopédique des mucopolysaccharidoses, comment les diagnostiquer et comment par la suite les prendre en charge. Anne-Laure Simon, nous avons une collaboration depuis déjà de nombreuses années avec les mucopolysaccharidoses. Elle prend en charge la majorité de nos mucopolysaccharidoses à Robert Debré. Je vais la laisser se présenter. Vous pouvez poser vos questions pendant toute la durée de la présentation. Vous avez un lien sur le côté qui vous permet de poser les questions sur la partie questions-réponses. On y répondra à la fin. On prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci Samia de m'avoir introduite. Donc effectivement, je suis chirurgien orthopédiste à Robert Debré, donc je suis plus spécialisée dans le membre inférieur et on prend en charge en fait dans le service. On est une équipe où finalement on se répartit les tâches disons un petit peu par segment et notamment dans les patients présentant des mucopolysaccharidoses. Euh, alors, on va peut-être pouvoir passer à la présentation. Voilà, le but c'est de parler effectivement des anomalies orthopédiques aujourd'hui. Donc, au plan, donc, bien évidemment, dans les mucopolysaccharidoses, on a en fait une accumulation de glycosaminoglycans dans les tissus conjonctifs et tout particulièrement, nous, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans les structures osseuses, avec principalement des défauts d'ossification secondaire et une infiltration également des cartilages articulaires pour les lignées des chondroblastes mais également en fait dans les autres tissus conjonctifs, à savoir les capsules et les ligaments, qui s'accumulent en fait, enfin qui modifient en fait les fibroblastes et qui sont responsables finalement de toutes les manifestations orthopédiques qu'on va retrouver, à savoir hein, donc une altération de l'ossification, des déformations des surfaces articulaires et une inflammation chronique. Et donc, en fait, vous allez voir quand les manifestations orthopédiques, elles sont vraiment multiples multiples et variées avec des prises en charge qui sont adaptées en fonction du segment. Alors, on va avoir des raideurs articulaires hein, qui vont se manifester principalement au niveau des mains et des épaules, un petit peu moins finalement sur les autres articulations, mais faut un peu modérer un petit peu ces propos parce que pour ceux qui ont l'habitude de voir ce type de patient, on a à la fois des raideurs articulaires, mais associées aussi avec de l'hyperlaxité qu'on peut retrouver au niveau des différents segments. Au niveau des formations articulaires, on va les retrouver principalement au niveau des membres inférieurs et également au niveau de la charnière thoracolombaire, au niveau du rachis. Et le principal diagnostic différentiel, on pourrait dire, sur des manifestations douloureuses articulaires pourrait être en fait des pathologies inflammatoires. Or, sur le bilan qui peut être réalisé initialement, on n'a aucun signe finalement inflammatoire ou tumoral retrouvé. Quand on arrive un petit peu plus tard, on peut effectivement avoir des déficits neurologiques, sensitifs et moteurs, qui soient d'origine centrale, avec des compressions en lien avec les déformations rachidiennes, qu'elles soient cervicales ou thoracolombaires, sur donc compression bulbaire et ou médulaire, ou des signes neurologiques plutôt périphériques, en lien avec les syndromes canalaires et notamment au niveau des membres supérieurs. Et ceux-ci donc, se manifestent cliniquement et peuvent être objectivés par l'électromyogramme et les PES. Et on verra par la suite que qu'il faut intervenir finalement avant d'avoir ces manifestations neurologiques. Au niveau donc radiologique, au niveau du rachis,
on va avoir deux zones principales atteintes. Il va y avoir en fait la charnière cervico-occipitale avec notamment la possibilité d'une présence d'une hypoplasie odontoïde et d'instabilité cervicale qui nécessitent une prise en charge, alors pas orthopédique, mais plutôt neurochirurgicale. Et au niveau donc de la charnière thoracolombaire, on va avoir une déformation en fait des vertèbres liée effectivement à ce défaut d'ossification secondaire, avec des vertèbres plates et des vertèbres en rostre, surtout sur cette généralement entre T11 et L1. Avec des vertèbres en fait qui se retrouvent, qui sont assez cunéiformes et qui en fait sont la source de la déformation thoracolombaire. Au niveau des os longs, alors on va avoir, donc là sur les images que je vous ai présentées, que je vous présente, c'est surtout pour pouvoir faire un comparatif avec un enfant à peu près du même âge, pour vous montrer en fait vraiment la différence qui peut y avoir d'un point de vue radiologique. Donc, on peut retrouver effectivement un élargissement des clavicules que l'on voit bien ici à la base, au niveau de son articulation avec le sternum. Également des modifications des phalanges qui sont petites, trapues, assez élargies, avec également des retards d'ossification, des encoches au point d'insertion tendineuse à la base. Et enfin, au niveau des membres inférieurs, au niveau des os des membres inférieurs, on se retrouve avec des diaphyses qui sont plus courtes et plus larges que chez un patient normal. Autre région qui nous intéresse et qui est vraiment le lit de déformations qui peuvent être très invalidantes pour les patients, c'est la région pelvienne et notamment la hanche. On va retrouver, alors ce qui n'a pas beaucoup finalement d'incidence clinique, c'est des ailes iliaques qui sont évasées et qu'on voit à ce niveau-là. Alors elles peuvent perturber en revanche la statique pelvienne et rachidienne parce qu'elles sont en lien avec une modification de l'orientation du bassin. Ce qui est plus la source de problématiques et de discussions, ça va être la dysplasie de hanche et principalement donc la dysplasie acétabulaire, donc que l'on voit ici sur l'image de gauche, où on voit des cotyles. Donc la dysplasie est définie par en fait un acétabulum qui est beaucoup plus vertical et qui du coup ne va plus jouer son rôle de contention de l'épiphyse fémorale, hein, donc qui est donc la partie proximale du fémur, et qui, elle aussi, par défaut d'ossification secondaire, se retrouve modifiée avec des têtes. Donc, on disait qu'il y avait des déformations des surfaces articulaires, et on le voit bien ici sur ce fémur proximal, où on voit une tête, au lieu qu'elle soit bien ronde, elle est plutôt un petit peu ovale et associée à une coxa valga, c'est-à-dire un col du fémur qui est beaucoup trop vertical. Et l'association finalement de cette dysplasie donc acétabulaire et de cette dysplasie épiphysaire est le risque principal en fait de luxation de hanche sur ces patients, mais également de douleur du fait d'une anatomie modifiée de cette articulation. Alors, on va passer maintenant un petit peu de façon un peu plus détaillée sur en fait les déformations qu'on va retrouver et surtout en fait la prise en charge qu'on va chirurgicale qui va être proposée. Et pour cela, je vous propose en fait d'illustrer finalement avec des cas cliniques pour vous montrer la complexité de la prise en charge de ces déformations. Donc là, il s'agit d'un patient présentant une mucopolysacharidose de type 4 qui, donc, dans son bilan de suivi, a bénéficié d'imagerie du rachis. C'est notamment donc, une stéréoradiographie EOS face et profil et également une imagerie d'une IRM médulaire complète.
Sur la radiographie EOS qu'on voit sur la gauche, on voit qu'effectivement, il y a une kyphose thoracolombaire et l'IRM met en évidence un rétrécissement et une sténose occipitale, mais également un début de compression médulaire à la jonction thoracolombaire en lien avec la kyphose thoracolombaire. Les bilans complémentaires qui avaient été demandés à titre systématique sont donc été les potentiels évoqués somesthésiques qui, à ce stade-là, étaient retrouvés comme normaux. Et donc la conduite thérapeutique qui a été réalisée était d'abord la prise en charge du segment proximal au niveau de la jonction cervico-occipitale, donc par les neurochirurgiens, avec, en raison en fait de la sténose, nécessité d'agrandissement du trou occipital et une stabilisation de la charnière par une arthrodèse. Et ça, il a eu donc vers l'âge de 4 ans et demi. À 5 ans et demi, donc au vu de la déformation qui était retrouvée sur les radiographies initiales que je vous avais montrées, donc le deuxième temps a été la prise en charge orthopédique avec la réalisation d'une arthrodèse circonférentielle pour réduire la charnière, pour permettre de stabiliser et de redonner une anatomie normale à la charnière thoraco-lombaire. Donc c'était à peu près un an après la chirurgie, la neurochirurgie, et à ce moment-là, le patient commençait déjà à présenter des troubles sensitifs, des troubles de conduction sensitifs sur les PES, sans troubles moteurs associés. Donc on voit que finalement la condition neurologique s'était donc dégradée relativement rapidement. Donc le patient a eu cette chirurgie où on voit une stabilisation postérieure avec, bon, avec du matériel, avec des implants. Et on voit effectivement qu'au niveau de la vertèbre T12 et L1, celles-ci donc ont été retirées. Il y a ce qu'on a mis en fait devant, c'était en fait un morceau d'os pour pouvoir faire étai et redonner de la hauteur et éviter d'avoir pouvoir réduire en fait correctement et stabiliser au mieux la déformation. L'évolution suite à cette chirurgie donc n'a pas été très favorable puisque on voit que le matériel s'est arraché assez rapidement entre l'âge de 6 et 8 ans avec une récidive finalement de la kyphose thoracolombaire et une nécessité de reprise chirurgicale vers l'âge de 9 ans. Alors, pourquoi est-ce que la reprise n'a pas été réalisée immédiatement une fois le matériel arraché? C'est que il existe une telle fragilité osseuse chez ces patients qu'il n'a pas été jugé nécessaire en fait de faire en fait, d'essayer de retarder le plus possible et surtout qu'au point de vue neurologique, il n'y avait pas d'aggravation. Donc, il y a une reprise donc chirurgicale avec une étendue du montage chez un enfant âgé de 9 ans. Et donc, nous allons voir en fait par la suite quelle est en fait, la problématique finalement de ces patients sur leur prise en charge chirurgicale. Alors, que dit la littérature? Donc, l'atteinte les kyphoses thoracolombaires, elles sont surtout retrouvées chez les patients MPS 4, 6, 1 et 3. Donc, vraiment, enfin, nous, la grande majorité, effectivement, ce sont plutôt les morchios, les 4. L'IRM médulaire, en fait, pour nous, est l'examen sur lequel on va se baser pour pouvoir en fait donner l'indication chirurgicale. Et surtout, en fonction bah, de quand nous est adressé le patient, euh, de les prendre en charge avant qu'il y ait des troubles neurologiques qui s'installent, même si effectivement l'intérêt des PES et des PEM n'a pas été prouvé dans la littérature.
Alors, en attendant, quand on voit en fait les patients de façon plus précoce, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On pourrait se dire effectivement, on peut essayer de guider un petit peu la croissance en mettant un traitement orthopédique par corset. Donc, il n'y a dans la littérature pas de preuve d'efficacité du corset, surtout qu'en fait, quand la déformation est installée. Et effectivement, à partir du moment où en fait on a une angulation qui est supérieure à 40 degrés, bah, l'évolution de toute façon, elle est inévitable et la chirurgie doit être réalisée car en fait, on est dans un cercle vicieux d'aggravation. Donc le corset, l'indication, ce serait peut-être enfin, sur des courbures qui sont des déformations qui sont à moins de 40 degrés, mais il ne va de toute façon ne pas éviter la progression secondaire si celle-ci doit se faire. En termes de chirurgie, donc là, c'est ce que je vous avais montré, l'indication, c'est de faire une arthrodèse circonférentielle, ce qui veut dire en fait à la fois réduire la déformation et stabiliser à la fois sur la colonne postérieure et antérieure. Il faut éviter de faire une greffe en étai comme le cas que je vous avais montré, qui est un cas assez ancien, mais plutôt mettre en fait du matériel d'ostéosynthèse qu'on appelle une cage. Et alors souvent est utilisé nous dans le service pour pouvoir en fait préparer les moelles sur des grosses déformations, de mettre en place ce qu'on appelle un halo. Donc c'est une espèce enfin c'est comme une couronne fixée dans le crâne qui est formellement contre-indiquée en fait chez les patients MPS du fait de la fragilité osseuse qu'ils peuvent avoir au niveau de la boîte crânienne. Donc cette préparation médulaire ne peut pas être réalisée chez ces patients. Alors, les grosses problématiques sont... alors, la première chose, c'est que une fois qu'on a des anomalies sur les PES et les PEM, bah, en fait, on ne va pas pouvoir faire de la récupération neurologique, ne va pas être possible. Donc, l'idéal, c'est que on intervienne sur les courbures le plus tôt possible, à partir du moment où on voit qu'elles commencent à être évolutives. Le planning, en fait, est toujours de commencer d'abord par la libération cervicale, donc par les neurochirurgiens, avant de faire la kyphose thoracolombaire. Mais comme vous avez pu voir, en fait, sur le cas que je vous ai illustré, c'est que l'évolution peut se faire assez rapidement et notamment avec l'apparition des signes neurologiques. Alors nous, les grandes difficultés qu'on va avoir, c'est la fragilité osseuse, qui est en fait la principale cause de faillite du matériel que je vous ai illustré, avec le fait que les implants se sont arrachés. Et donc là-dessus, il reste à voir en fait s'il y a un intérêt sur des supplémentations vitaminiques, les biphosphonates, les nanoparticules, pour pouvoir en fait nous avoir une meilleure en fait un os moins fragile qui permet au matériel de mieux tenir. Et l'autre problématique qu'on va avoir, c'est que les vertèbres de ces patients sont particulièrement petites et qu'on n'a pas forcément en fait, de matériel adapté. Donc c'est aussi pour ça qu'on est limité sur l'âge de prise en charge, parce qu'on se retrouve avec du matériel qui est encombrant et surtout, bah, on ne veut pas prendre de risques neurologiques au moment notamment du positionnement des vis. Là, il y a un grand intérêt. Donc, nous, sur l'hôpital Robert Debré, depuis septembre 2025, on a eu l'acquisition en fait d'un robot chirurgical pour la chirurgie du rachis. Et là, effectivement, il y a un énorme intérêt de la chirurgie robotique pour pouvoir positionner exactement les implants et pouvoir faire les mesures et choisir l'implant de taille idéale pour éviter toutes les complications post-opératoires. Et ensuite, l'autre chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est l'étendue du montage. On ne peut pas, en fait, à l'âge auquel on prend en charge ces patients, donc on l'a vu, c'est l'idéal, c'est entre 3 et 8 ans, réaliser en fait des montages très étendus parce que ça bloquerait en fait la croissance du rachis de ces patients. Et donc, on est obligé de faire des montages, ce qu'on appelle segmentaires, et avec un risque d'avoir en fait un développement de cyphose ou de déformation sur les segments qui sus ou sous-jacents.
Dans tous les cas, nous, ben, les patients effectivement qu'on suit pour les MPS ont un suivi annuel, notamment au niveau du rachis, et pour lequel on réalise plutôt donc pour le suivi radiologique de la stéréoradiographie EOS pour limiter en fait les doses d'irradiation. Et donc sur des clichés de face et de profil. Là, je vous ai parlé principalement des kyphoses thoracolombaires, mais ces patients peuvent également avoir des scolioses associées à leur kyphose. Alors, au niveau du rachis cervical, nous, finalement, ça concerne plus les neurochirurgiens, mais voilà, c'est également donc, les MPS 4, 6 et 1 qui sont principalement, euh, qui ont principalement ces complications. Donc, il y a un gros risque de compression qui est en lien avec à la fois la sténose, mais l'instabilité de la charnière cervico-occipitale que l'on peut évaluer sur les clichés dynamiques, comme on le voit ici sur le cliché en flexion ici à droite. L'IRM est indispensable aussi pour voir non seulement le rétrécissement du canal médulaire, mais également pouvoir identifier l'hypoplasie de l'ontondoïde, qui est elle également source d'instabilité. Donc voilà pour le rachis. Donc j'ai envie de dire en résumé, bah, il faut vraiment les suivre de façon annuelle et prendre en charge leur déformation le plus précocement possible. Donc là maintenant, l'autre problématique va être les anomalies de la hanche. Euh, les hanches enfin, qui sont les plus problématiques pour nous sont les MPS1 les MPS1. Donc là, ici, je vous ai illustré un patient, c'est le même patient donc à 10 ans puis à 18 ans où on voit que finalement, il y a vraiment une évolution avec la croissance de la déformation qui n'est pas du tout identique entre les deux âges. Donc, initialement, à 10 ans, on voit qu'il y a une déformation de l'épiphyse associée à une grande déformation de l'acétabulum qui est particulièrement élargie et ça donne effectivement on a l'impression d'avoir un acétabulum beaucoup trop grand par rapport à la taille de l'épiphyse. Et à 18 ans, ce patient, donc au niveau de la dysplasie finalement acétabulaire, il a eu tendance à s'améliorer avec, on voit un acétabulum qui recouvre progressivement l'épiphyse fémorale, mais celle-ci reste déformée avec un col du fémur qui est trop vertical, donc en coxa valga, et associé également à une excentration, alors qu'on mesure, nous, par ce qu'on appelle l'index de Reimers. En fait, c'est le pourcentage finalement d'épiphyse, de tête fémorale qui se retrouve en dehors de l'acétabulum. Et c'est ça qui va être en fait source de conflits et de raideur articulaire et également bah, du coup de douleur et être fortement handicapant pour ces patients. Alors, la conduite thérapeutique, globalement, donc, il faut vraiment s'adapter à la symptomatologie du patient. D'expérience, au final, ces hanches avec de la rééducation, finalement, après avoir passé un cap un peu douloureux et de raideur, finissent par en fait s'améliorer et retrouver de la mobilité. Et donc, il faut surtout pas se précipiter à faire un geste chirurgical dessus. Alors, la déformation typique sur les MPS1, donc, vous avez vu donc, un acétabulum particulièrement vertical et profond sur l'illustration précédente, une déformation de la tête avec une coxa valga. On retrouve une interversion du bassin et aussi on peut avoir une espèce d'encoche en fait suscotyloïdienne, mais qui à terme peut disparaître. L'évolution, donc ce sont les hanches, dans les MPS1, ce sont les hanches finalement qui ont les déformations les plus sévères et enfin, voilà, qui sont les plus
problématique. Et donc, l'évolution un peu naturelle va vers l'excentration, puis la luxation. Et donc, là, c'était effectivement l'illustration d'un patient qui a été pris en charge pour une chirurgie de reconstruction de sa hanche, donc en essayant de régler la coxa valga, donc en mettant, en fait, faisant ce qu'on appelle une ostéotomie de varisation, où on remet, en fait, on réoriente la tête correctement dans le cotyle et associé à un geste au niveau du bassin pour essayer de régler de régler le problème de dysplasie acétabulaire. Cependant, en fait, chez chirurgie, même si en fait on a une radiographie qui est très satisfaisante, déjà d'une part, si elles sont réalisées de façon précoce, il y a un risque de récidive de la coxa valga et de la dysplasie également acétabulaire, mais surtout un gros risque de détérioration arthrosique qui est un peu inéluctable, que ce soit qu'il y ait une prise en charge finalement chirurgicale dans l'enfance ou pas et qui peut conduire effectivement à la mise en place de prothèses totales de hanche, comme illustré ici. Alors, la littérature sur les prothèses totales de hanche, elle est essentiellement dans la mucopolysaccharidose constituée en fait de cas cliniques. On a très peu enfin, des toutes petites séries rétrospectives et qui montrent en fait qu'il y a un grand risque de faillite du matériel avec des décèlements de façon assez précoce. Et donc, au final, ça reste une source source, enfin, les hanches restent source de douleur avec effectivement pas d'excellents résultats sur les prothèses totales de hanche chez le patient MPS. Alors, qu'en est-il des autres types de mucopolysaccharidose? On retrouve sur les MPS2 une déformation qui ressemble à celle du MPS1, mais de façon moins sévère et sans corrélation radioclinique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir de l'imagerie qui est plutôt rassurante et avec beaucoup de symptômes cliniques, et à l'inverse, avoir de l'imagerie plutôt assez perturbante avec des grosses déformations sans que les hanches soient douloureuses. Dans le MPS3, la déformation principalement retrouvée est une déformation du fémur proximal, donc, qui associe donc une déformation épiphysaire avec une coxa valga, mais sans qu'il y ait de déformation acétabulaire. Et enfin, dans les types 4, la déformation ressemble à peu près à celle du MPS1, mais sans qu'il y ait cette espèce d'hyperlaxité qui fait qu'il y a une excentration. Et donc, si pas d'excentration, il y a moins d'arthrose associée. Alors en pratique, donc nous, c'est des hanches qu'on suit de façon annuelle, mais surtout qu'on suit cliniquement, donc clinique et radiologique, bien évidemment. Et on va on va surtout faire du traitement symptomatique avec de la rééducation et un traitement des douleurs. Les indications chirurgicales finalement seront apportées uniquement sur la persistance de symptômes cliniques douloureux. L'idéal est de compléter avec une IRM parce que finalement ce qu'on voit sur les radiographies n'est pas forcément la déformation réelle. En effet, ce qu'on ne voit pas, bah, c'est le cartilage et le cartilage d'encroûtement parce on a bien dit en introduction que la mucopolysaccharidose, en fait, une des problématiques osseuses, c'est l'ossification secondaire. Et donc, en fait, il y a une masse cartilagineuse qui est retrouvée. Et en fait, finalement, quand on regarde ces IRM, on peut avoir en fait moins de déformations que ce qu'on voit en fait sur les clichés radiographiques. Ensuite, la place de l'arthroplastie, bah, il faut sans doute la réserver à l'âge adulte et éviter de se précipiter en fait sur la prothèse totale de hanche, compte tenu en plus des risques d'échec d'implant de façon relativement précoce. Alors ensuite, pour le reste des membres inférieurs, donc la grosse déformation qu'on va retrouver, c'est le génuvalgum. Alors le génuvalgum, là ici je vous illustre un patient MPS4
avec son évolution entre l'âge de 4 ans et 10 ans, il nous avait été effectivement adressé, enfin on l'avait eu secondairement en fait pris en charge à partir de 10 ans dans notre centre. Donc ça, il est en lien avec une déformation osseuse, mais également sur des laxités articulaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va évaluer à l'examen clinique en voyant le patient. C'est alors en lien, c'est responsable effectivement de troubles de la marche et également de douleurs par sursollicitation des articulations. Alors, la déformation, elle peut être aussi en lien avec la déformation fémorale proximale parce qu'effectivement, on a pu constater que plus un patient est en coxa valga, plus il y a un risque en fait d'avoir une déformation en génu valgum sous-jacente. Et donc là, il y a une chose qui est sûre, c'est que dès que on voit en fait un patient avec atteint de mucopolysaccharidose et qui a un génuvalgum, que l'on objective de façon clinique, et ben, une chirurgie de façon précoce est nécessaire, et notamment par ce qu'on appelle des plaques de modulation de croissance que je vous illustre ici. En fait, c'est des petites plaques où on met en fait des vis de part et d'autre de la zone de croissance et qui permettent au fur et à mesure de corriger le génu valgum. Et ces plaques peuvent être retirées si le génu valgum est complètement corrigé et remises parce que l'évolution naturelle fait que, il y a tendance à une récidive du génu valgum. Donc voilà, là, c'est l'illustration d'un bon résultat chez un de ces patients. Alors, il faut savoir que par rapport à un patient sans mucopolysaccharidose, donc déjà, ces plaques sont particulièrement efficaces, mais il y a un retard. En fait, il y a besoin, enfin, comment dire, l'efficacité de ces plaques est plus tardive qu'elle ne l'est pour un patient avec un génu valgum physiologique. Alors, que faire quand on arrive en fin de croissance et on a le patient dont on constate en fait la déformation de façon trop tardive avec des cartilages de croissance qui sont déjà en cours de fusion ou fusionnés? La modulation de croissance, par définition, ne va plus être efficace parce que la zone de croissance est quasiment inexistante. Et donc, dans ces cas-là, on est obligé de réaliser ce qu'on appelle des ostéotomies, donc de couper l'os. Et là, la problématique, c'est un petit peu la même qu'il y avait au niveau du rachis, c'est qu'il va falloir en fait choisir le bon implant pour éviter d'avoir en fait des déformations sous-jacentes au matériel principalement. Et donc, on va éviter de mettre de ce qu'on appelle des plaques et on va privilégier en fait un système de verrouillage centromédulaire pour éviter la récidive. Et donc là, c'est ce qu'on voyait effectivement sur l'image avec les clous qui étaient à l'intérieur. Alors, les déformations, elles peuvent être vraiment localisées au niveau du fémur distal, mais principalement au niveau du tibia proximal, mais également au niveau du tibia distal. Donc vraiment, avant de prendre en charge ces patients, en fait, nous, les clichés EOS, on va aller effectivement vérifier où se trouve réellement la déformation pour pouvoir corriger là où il le faut, et si besoin, à plusieurs étages. Nous, ces patients, donc on les voit aussi de façon annuelle. On vérifie est-ce qu'il y a un écart intermalléolaire qui apparaît, est-ce qu'il y a une aggravation, et on mesure en fait les axes sur des clichés de membre inférieur en entier, de face, genou en extension, par stéréoradiographie et os. La chirurgie, je vous l'ai dit, il faut essayer de le faire de façon de la plus précoce possible parce que d'une part, c'est particulièrement efficace. Il faut éviter d'arriver en fin de croissance où là, on va se retrouver à faire des gestes beaucoup plus invasifs. Et donc, on va faire effectivement ces modulations de croissance. Et nous, on les évalue aussi dans le service. Leur efficacité, donc effectivement, elle va être radiologique et clinique, mais il y a également une amélioration fonctionnelle, hein, puisqu'en fait, ils se retrouvent avec des périmètres de marche qui sont enfin, ils ont moins de fatigabilité du fait qu'ils ont moins de déformation. Et on évalue ça notamment sur la plateforme d'analyse de la marche avec des évaluations également annuelles.
Donc, quand on est obligé, parce que le patient est en fin de croissance, de réaliser des ostéotomies, donc c'est pas le cas idéal pour nous. Néanmoins, bah, on sait que ça va améliorer leur qualité de vie et diminuer leur fatigabilité. Là-dessus, en fait, voilà, il faut encore bien analyser en fait la déformation. Et depuis quelques années, en fait, on utilise des guides de coupe réalisés par des ingénieurs pour pouvoir en fait corriger réellement corriger la vraie déformation et là où elle est vraiment localisée pour avoir une correction la plus parfaite possible pour essayer au moins de récupérer un maximum de fonctions, sachant qu'on n'y arrive pas, enfin d'un point de vue fonctionnel, on n'y arrive pas nécessairement. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, c'est une anomalie qui peut être globale. Donc, il est vraiment important de localiser où se trouve l'anomalie pour pouvoir intervenir chirurgicalement au bon niveau. C'est une gêne effectivement majeure à la déambulation. Et donc, cette correction apporte finalement une amélioration de la qualité de vie pour la fonction de marche. Il faut évaluer cliniquement la laxité de genou qui est associée, pour laquelle malheureusement on ne pourra pas faire grand-chose excepté du renforcement musculaire et de la kinésithérapie, voire associer éventuellement des attelles. Et bah, les difficultés chirurgicales sont toujours les mêmes, liées en fait à la fragilité osseuse avec un risque de mauvaise tenue du matériel. Et donc, on a pu avoir, et notamment sur les plaques de modulation de croissance, des arrachements de ces plaques du fait de la très faible tenue osseuse. Donc, pareil, je vous disais que le potentiel de correction était plus long. Donc, en fait, plus on intervient précocement, mieux c'est pour pouvoir avoir une correction optimale. Sachant qu'en plus, si on fait une modulation de croissance, en fait, ces plaques, elles peuvent être mises en fait, on peut les mettre, les retirer et les remettre si la déformation réapparaît sans difficulté principale. Alors enfin, au niveau des membres supérieurs, donc là, on va avoir ce qui est surveillé de façon très régulière, c'est les syndromes canalaires et principalement le syndrome du canal carpien, qui atteint préférentiellement les types 1, 2 et 6. Il faut savoir que dans 40% des cas, il n'y a aucun signe clinique et que en fait, c'est l'EMG qui va effectivement détecter les anomalies. Alors, il faut essayer d'éviter d'arriver au moment où on a vraiment des signes cliniques parce que ça veut dire qu'il y a une atteinte neurologique qui est associée et notamment si on se retrouve avec un déficit d'opposition du pouce ou une amyotrophie ténarienne. Les signes cliniques retrouvés, bon, ça va être les sensations typiques d'engourdissement et de picotement qu'on retrouve dans 30% des cas. Et la percussion, donc le tinel, le signe de Tinel et le signe de Phalène, qui est en fait l'apparition des fourmis avec les poignets en flexion, sont relativement inconstants. Alors, le syndrome du canal carpien, en fait, il est lié à quoi? Il est lié à l'épaississement du ligament annulaire en lien avec la pathologie et à une hypertrophie de la synoviale. Et c'est pour ça que, en fait, le traitement chirurgical, alors malgré l'amélioration des techniques, notamment pour le traitement du canal carpien chez les patients adultes non MPS, en fait, il y a des techniques radiologiques et arthroscopiques qui ont été développées. Celles-ci sont formellement contre-indiquées dans le patient MPS parce qu'il faut faire une libération particulièrement large et retirer en fait les tissus pathologiques que l'on peut voir qui sont source en fait de récidives précoces du canal carpien. Donc là-dessus, voilà, ça reste des abords assez larges. Néanmoins, c'est pas, il n'y a pas de problème cicatriciel dessus et c'est des cicatrices qui sont relativement esthétiques.
Alors, les autres anomalies qu'on va retrouver au niveau des membres supérieurs, les doigts à ressaut. Donc, qu'est-ce qu'un doigt à ressaut? C'est en fait des blocages en flexion. En fait, c'est des griffes de doigts, des blocages en flexion, et qui atteignent principalement en fait les doigts longs et pas le pouce. Alors ça peut être vraiment le premier signe évocateur de la maladie, notamment chez des petits, enfin chez des nourrissons, chez des bébés. Et notamment, j'ai en tête un patient que j'ai adressé immédiatement à Samia parce que, en fait, c'était vraiment le premier signe clinique de MPS au plan orthopédique. Normalement, en fait, les doigts à ressaut ou les doigts en griffe, en fait, chez le patient normal, atteignent uniquement le pouce. Le fait de retrouver une localisation sur les doigts longs est très indicatrice, en fait, de mucopolysaccharidose. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a une accumulation de glycosaminoglycane au niveau des poulies. Donc, les poulies, en fait, c'est des systèmes de contention des tendons fléchisseurs au niveau des doigts et qui font qu'en fait, les tendons peuvent plus coulisser comme il faut. Et les principales poulies qui sont atteintes, c'est celles à la base du métacarpien et celles au niveau de l'articulation interphalangienne. Donc là, le traitement, il doit être chirurgical parce que en fait, il y a encore une anomalie finalement du tissu conjonctif qui ne peut pas être résolue. Ensuite, au niveau des raideurs articulaires, donc je vous disais en introduction qu'elles atteignaient principalement en fait le membre supérieur et notamment les épaules, les mains, donc avec effectivement les doigts ressauts, mais également un petit peu les coudes. Au niveau des épaules, en fait, cette raideur articulaire, elle peut s'installer de façon assez rapide, mais elle évolue de façon plutôt favorable sous kinésithérapie. Alors en conclusion, donc les principales, donc on a des atteintes qui sont vraiment très variées. Au niveau clinique, on va rechercher au niveau du rachis une kyphose, une scoliose. On va vérifier nous les mobilités articulaires au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. Rechercher des déformations et notamment le génuvalgum avec la mesure de l'écart intermalléolaire, mais également en fait, suivre la progression de la marche et sa fatigabilité qui est importante en fait, garder le potentiel de marche le plus longtemps possible est très important pour la qualité de vie de ces patients. On fait un suivi en imagerie avec principalement la stéréoradiographie, avec finalement de l'imagerie quasiment corps entier, à savoir le rachis entier face et profil et un pangonogramme pour vérifier la déformation en génu-valgum. Les autres explorations, elles sont réalisées dans le cadre du bilan annuel et elles concernent principalement finalement la surveillance neurologique avec l'IRM médulaire, l'EMG pour les canaux carpiens et après plus ou moins les PES et PEM en fonction de l'examen clinique, sachant que effectivement la littérature n'a pas forcément prouvé son intérêt. Et donc ce suivi, il est réalisé donc nous dans le service une fois par an. C'est un suivi donc clinique et radiographique. Il faut que ce soit des chirurgiens qui ont l'habitude de prendre en charge ces patients parce qu'en fait, on connaît finalement toutes les anomalies à aller rechercher que je vous ai énumérées là. Et surtout, il ne faut pas laisser installer les déformations. Si des déformations s'installent, dans ces cas-là, il y a de la prise en charge chirurgicale qui va être nécessaire. Et en fait, la prise en charge qu'on a dans le service, en fait, elle doit être vraiment pluridisciplinaire parce qu'il y a tout un bilan préopératoire à réaliser chez ces patients et on fait toujours appel aux mêmes anesthésistes pour s'assurer qu'effectivement tout soit correctement checké et éviter d'avoir des soucis au bloc opératoire. Ensuite reste la problématique de la hanche où au final, il faut essayer d'être le moins interventionniste possible, mais s'adapter finalement à la symptomatologie. Et voilà, et puis finalement, la sévérité des atteintes, bah, elle est vraiment en lien avec le type de mucopolysaccharidose. Voilà, je vous remercie. Alors, du coup, ça va être Samia, ça va être
le temps des questions-réponses. Question-réponse, tout à fait. Merci infiniment Anne-Laure pour ta présentation extrêmement claire et didactique. Donc, tu as permis de nous remettre un petit peu tous les symptômes cliniques qui permettent déjà de penser au diagnostic et surtout la prise en charge qui est extrêmement importante chez ces patients. Je voulais juste signaler, même si tu en as déjà parlé, l'importance du bilan annuel parce que ça nous permet surtout d'anticiper les complications anesthésiques qui, comme vous le savez, peuvent être extrêmement importantes dans ces pathologies-là. Effectivement, c'est la question, c'est la partie question-réponse, mais je ne vois qu'il n'y a aucune question posée pour le moment. N'hésitez pas à poser vos questions sur le formulaire direct, les questions-réponses, si vous avez des questions. Je vais en profiter, moi, pour te poser une question, Anne-Laure. Tu as parlé de la prise en charge du canal carpien. Effectivement, on a bien compris qu'il faut éviter autant que possible l'endoscopie et donc il faut faire une chirurgie par abord direct, très préférentiellement. Mais qu'en est-il de l'anesthésie? Est-ce qu'il est possible de le faire sur des anesthésies locales, loco-régionales, ou est-ce que c'est nécessaire d'avoir une anesthésie générale? Alors, on évite, alors sur les petits gestes, que ce soit sur le canal carpien ou que ce soit sur aussi les plaques de modulation de croissance, qui sont des gestes qui ne sont pas très longs. On voit avec les anesthésistes, déjà pour éviter l'intubation orotrachéale, plutôt avoir du masque laryngé si on est obligé de faire de l'anesthésie générale. Et en fait, la décision d'anesthésie loco-régionale, elle est vraiment fonction du patient. C'est-à-dire qu'il faut voir si, il n'est pas trop anxieux pour en fait supporter une anesthésie loco-régionale parce que c'est des patients qui sont particulièrement anxieux, voilà, même quand ils sont grands. Et donc, en pratique, moi, j'essaie de bien leur expliquer. Il y a tout un travail à faire avant, et notamment avec l'équipe d'infirmières anesthésistes, pour essayer de les rassurer, effectivement, d'essayer de faire les gestes sous local le plus, le plus possible. Néanmoins, il est vrai que leur anxiété prend parfois le dessus et il faut avoir forcément en fait le backup derrière d'anesthésie générale et avoir tout anticipé. Et voilà, et d'éviter si on peut, si on peut effectivement les intubations orotrachéales. Donc sur les petits gestes, canal carpien, doigt, ressaut, plaque de modulation de croissance, c'est possible. C'est de la chirurgie qu'on évite de faire en chirurgie ambulatoire également. Donc pour moi, en fait, les mucopolysaccharidos sont une contre-indication à la chirurgie ambulatoire. Rien que pour la surveillance en fait post-opératoire et puis le risque en fait lié à l'intervention lui-même. Les grosses chirurgies comme les ostéotomies, les chirurgies de hanche et la chirurgie du rachis, il n'y a pas le choix que là de faire une anesthésie générale avec intubation orotrachéale. Et là, bien évidemment, tout est anticipé avec les ORL, avec l'imagerie cervicale. Et effectivement, les parents sont prévenus que le risque finalement n'est pas tant la mise en place de l'intubation orotrachéale, voilà, mais c'est surtout l'extubation par la suite. Tout à fait. Merci pour ce rappel. Et du coup, ça nous permet d'introduire le prochain webinaire qui aura lieu normalement le 13 mai. Ça sera le docteur Briac Thierry qui présentera avec le docteur Brassier les présentations ORL et les risques anesthésiques justement pour les mucopolysaccharidos. Eh bien, on a quelques questions qui viennent de tomber. Une question de Madame Mokedem. Bonjour Madame Mokedem, qui nous dit quelle est la conduite à tenir pour un flessum de hanche sans atteinte osseuse qui réduit la pertinence de la marche? Alors, je vous remercie, madame, pour votre question. Donc, effectivement, donc, le flessum de hanche, en fait, peut induire en fait une triple déformation. À partir du moment où on a un flessum de hanche, on va avoir aussi un flessum de genou. Et s'il y a une grande fatigabilité à la marche, le premier traitement, ça va être la rééducation pour essayer de vraiment de réduire en fait ces flessums que, en règle générale, on arrive à réduire. Il peut y avoir besoin éventuellement
d'hospitaliser les patients en centre de rééducation et de les mettre en traction, en fait, pour essayer aussi de réduire progressivement la déformation en flessum. Et d'expérience, effectivement, ce sont des flessomes qui sont en général bilatéraux, assez symétriques et qui s'associent à des flessomes de genoux, mais qui évoluent plutôt bien avec, avec de la kiné spécialisée. Merci Anne-Laure. On a également une autre question de Céline Kudeshko. Bonjour Céline. Elle te remercie Anne-Laure pour ta présentation et te demande, dans ton expérience, penses-tu que l'enzymothérapie substitutive modifie le recours aux interventions orthopédiques ou le timing chez les patients MPS1? Alors, c'est une excellente question. J'ai en tête surtout en fait des patients, en fait des sœurs ou frères et sœurs en fait avec des patients qui ont eu certains les plus âgés en fait n'ont pas eu d'enzymothérapie et les plus jeunes ont eu l'enzymothérapie et effectivement les déformations sont pas du tout les mêmes. Alors c'est pas qu'on a moins recours aux interventions orthopédiques, mais c'est que leurs déformations ne sont pas exactement les mêmes. On va avoir en fait ceux qui n'ont pas eu d'enzymothérapie vont avoir en fait une perte de la fonction de marche plus rapide en lien avec les déformations des membres inférieurs, mais surtout sur l'atteinte neurologique rachidienne. Et à l'inverse, ceux avec enzymothérapie, ben, on peut se retrouver à faire des interventions en fait plus simples et ils ont moins de conséquences, de mon expérience, hein, de conséquences neurologiques et handicapantes. Merci Anne-Laure. Parce Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Céline? Euh, En attendant, alors elle te dit oui, tout va bien. Alors en attendant, peut-être de nouvelles questions. J'ai peut-être aussi une petite question sur le halo, l'indication de pose de halo. Si j'ai bien compris, tu disais que c'était contre-indiqué dans les mucopolysaccharidoses. Est-ce que c'est contre-indiqué dans toutes les mucopolysaccharidoses? Parce qu'il nous arrive encore dans certains centres d'avoir des poses de halo Allô? Alors, préopératoire avant de poser l'indication d'une arthrodèse ou avant l'intervention pour une arthrodèse. Alors, les principales mucopolysaccharidoses qu'on va avoir, qui vont avoir des déformations rachidiennes, c'est principalement les morchios et les MPS 4. Nous, dans le service, en tout cas, on n'a pas de pose de halo avant, d'une part, parce que en fait, la réduction de la syphose en tant que telle par le halo en fait, risquerait de créer des conflits en fait, médulaires plutôt que l'inverse. En fait, ce qui va réduire le conflit médulaire, c'est la libération postérieure qui va éviter que la moelle en fait, vienne en compression dessus. Donc, c'est vrai que nous, dans le service, et en tout cas, ce que j'avais retrouvé aussi dans la littérature, c'est que globalement, le halo n'était pas indiqué sur les chirurgies rachidiennes. Mais je sais que c'est fait dans certains centres. Et l'autre chose, c'est que, alors ça, c'était un cas qui était beaucoup plus ancien, c'est qu'en fait, on avait une fragilité finalement de l'os au niveau de la boîte crânienne qui a fait que le halo s'est arraché en centre. Et voilà, c'est pas très agréable pour le patient. Oui, en effet. Bien, je vois qu'on n'a pas encore d'autres questions. On se donne encore une ou deux minutes, je pense, avant de clôturer ce webinaire. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, j'en profite pour rappeler le prochain webinaire du 13 mai sur les présentations orthopédiques. Puis ensuite, il y aura un quatrième et dernier webinaire des mucopolysaccharidoses organisé par la filière qui concernera surtout les prises en charge sociales et avec une psychologue et surtout une assistante sociale qui pourront répondre aux questions des patients, mais également des médecins qui s'occupent et des professionnels de santé qui s'occupent des mucopolysaccharidoses. Voilà, je pense qu'on peut clôturer le webinaire, sauf si tu as autre chose à rajouter, Anne-Laure.
J'ai rien d'autre à rajouter. Merci de, de m'avoir fait participer. Bah, surtout merci à toi d'avoir participé et d'avoir pu nous présenter ce topo extrêmement intéressant. Merci à toutes les personnes présentes, merci aux organisateurs aussi à ce webinaire et j'espère vous revoir à la prochaine session du 13 mai.